Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Agicad TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. La parole aux citoyens actifs du monde est notre raison d'être. Nous sommes sur le plateau de l'émission Espace Citoyen. Nos invités sont Baba Dakono, enseignant-chercheur, et Dr Issouf Yako, analyste politique. Bonjour messieurs et bienvenue sur ce plateau. Le thème de ce numéro est la gouvernance au Mali, un modèle à revoir. Bonjour et bienvenue encore, messieurs. Nous allons commencer par l'élection du président de l'Assemblée. On commence par l'enseignant ou le politique? Sauf qu'il n'y a pas d'enseignant ici. Ok. Vous êtes enseignant-chercheur? Non, je suis chercheur. On est tous les deux politistes, je crois d'ailleurs. Exactement. Ok. Donc, je donne la main. Ok. Et tous deux enseignants, je profite de le dire à l'antenne. Ok. Monsieur Dr Yako, on va commencer par vous. Que pensez-vous de l'élection du président de l'Assemblée? Surtout, il est jeune. Il s'est dit quand même jeune. D'accord. Ok. Que pensez-vous de l'élection de M. Moussa Tembine à la tête de l'Assemblée nationale du Mali? La première réaction à une élection, c'est de dire félicitations à celui qui a été élu. Donc, j'adresse mes félicitations les plus sincères à l'honorable Moussa Tembine, président désormais de l'Assemblée nationale. Oui. Et je lui souhaite plein de succès dans cette nouvelle tâche, dans cette nouvelle fonction, on va dire. Maintenant, ce que j'en pense, et je pense que vous faites la promotion de la jeunesse, en tout cas vous travaillez pour la jeunesse, ça va être un honneur pour vous. Maintenant, est-il jeune ou pas? C'est une question qui me taraude, qui taraude beaucoup de personnes. La jeunesse, quelle est la catégorie qui est jeune? Pour l'instant, la précision n'est pas connue, mais en tout état de cause, c'est une nouveauté et on lui souhaite beaucoup de chance et plein de succès, surtout pour le Mali. Okay. Monsieur Dakono? Non, je pense que la première des choses, c'est de préciser peut-être que l'élection d'un président de l'Assemblée nationale, elle est politique. L'Assemblée est une institution politique. L'élection est fondamentalement politique. Après cette élection, on a entendu beaucoup de choses, on continue à entendre beaucoup de choses, mais il est important que les gens sachent que c'est fondamentalement une affaire politique et les députés qui sont à l'Assemblée ont trouvé une solution politique à une question politique qui leur a été posée. Maintenant, s'agissant de la jeunesse, il y a deux choses. La première, la jeunesse au sens strict du terme, non, l'actuel président de l'Assemblée n'est pas jeune parce que universellement, on est jeune jusqu'à 25 ans, mais particulièrement chez nous, on est jeune jusqu'à 35 ans. Comme il n'est plus dans cette tranche d'âge, il n'est plus jeune. Maintenant, au-delà de la jeunesse comprise dans son sens strict, il y a la jeunesse relative, c'est-à-dire quand on voit tous ceux qui prétendaient être présidents de l'Assemblée et quand on voit tous ceux qui ont été présidents de l'Assemblée jusqu'ici, ou quand on compare les autres institutions, on se rend compte qu'il est jeune parce qu'il est le moins âgé de tous ceux qui dirigent les institutions de la République. Donc c'est un bon signal à ce niveau. D'accord. Alors, nous allons continuer avec vous. La situation sécuritaire, la tension sociale, on a vu à Caille en début de cette semaine, un jeune garçon a perdu la vie. Alors, qu'est-ce qui favorise toutes ces situations? Est-ce que nous devons s'en inquiéter? Absolument, absolument. La situation aussi qui se passe aujourd'hui dans le pays est très inquiétant. C'est inquiétant à plusieurs titres. D'abord, on est très souvent dans le factuel quand on voit ces choses. Et la réaction même des pouvoirs publics, c'est épisodique, c'est-à-dire quand les événements se passent à Sikasso, on a une réaction, quand ça se passe à Caille, on déploie une réponse. On est beaucoup plus dans le factuel. Quand on sort du factuel, on se rend compte que ce qui s'est passé à Caille, qui s'est passé à Sikasso auparavant, et qui s'est passé dans une moindre mesure à Bamako et dans d'autres villes, c'est en fait l'expression d'un malaise plus profond que les revendications qui sont mises en avant. Ce n'est pas, par exemple, expressement contre les résultats des élections législatives, ou ce n'est pas expressement contre les coupures intempestives, mais c'est l'occasion de l'expression d'une colère ambiante, une colère qu'on observe dans le pays qui repose sur des frustrations. Le sujet de tout à l'heure porte sur ça, sur la gouvernance, les questions de justice sociale. Donc en fait, à la surface, oui, il y a la protestation, les tensions entre policiers et manifestants, il y a des protestations contre le couvre-feu, contre les coupures d'électricité, mais dans le fond, c'est qu'il y a un malaise profond dans le pays qui mérite d'être soigné. D'accord. Alors, docteur Yako,
la Oui, situation sécuritaire, les tensions sociales. oui, j'abonde dans le même sens que M. Dacono, c'est que effectivement il y a un malaise profond. Il y a un malaise profond, il y a une crise de confiance, il y a une crise de gouvernance, il y a un certain nombre de problèmes qui favorisent ces types de tensions. Et la situation, si vous voulez, la période, elle est propice à ce genre de tensions. Vous avez la question des élections législatives, vous avez le couvre-feu qui s'impose, de rigueur, et en même temps, il y a des coupures d'électricité. La tension était palpable. Il fallait le moindre déclic pour que tout dégénère. Mais je pense que des dispositions idoines doivent être prises pour pouvoir contenir tout cela, parce que ce sont des signes, des signaux annonciateurs d'autres situations qu'on ne souhaiterait pas pour le Mali dans cette période-là. D'accord. Merci beaucoup pour vos éclaircissements sur l'actualité. Nous allons commencer l'émission proprement dite. La gouvernance au Mali, un modèle à revoir. Est-ce que la gouvernance au Mali est-elle bonne ou mauvaise? Vous savez, toute gouvernance, que ce soit au Mali ou ailleurs, ou même en entreprise, est à parfaire et à améliorer, d'accord? C'est vrai que la gouvernance au Mali, depuis une longue période, n'est même pas passable, et elle est à corriger et à améliorer dans une large mesure. Dans une large mesure. Nous avons beaucoup de difficultés, des questions de corruption, de mauvaise distribution de la justice, des inégalités assez larges. Donc, tous ces problèmes sont des situations qui ont perduré sur plusieurs régimes, et qu'il faille prendre les mesures idoines pour les corriger. Et heureusement d'ailleurs que la jeunesse consciente comme vous sont là pour essayer d'améliorer les choses dans le bon sens. Sinon, la gouvernance dans tous les pays du monde, je me dis, est à parfaire, et donc la nôtre, forcément, est à parfaire et à améliorer. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dakono, notre gouvernance, elle est-elle bonne ou mauvaise, sans reproche ou Mais avant de répondre expressément à la question, peut-être qu'il y a une clarification qu'il est important de faire, parce que ce procès de la gouvernance dans le pays n'est pas nouveau, et il est peut-être très répandu. On est tous tentés de faire le procès de la gouvernance. Mais en faisant le procès de la gouvernance, on se rend compte que les gens essaient aussi de faire le procès de la démocratie. Il est important de clarifier que la gouvernance, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la gouvernance. On peut faire le procès de la démocratie, tout comme on peut faire le procès de la gouvernance. La démocratie est un outil en matière de gouvernance pour qu'elle soit meilleure. Donc, il est très important de distinguer. Une mauvaise gouvernance dans un pays, ça ne veut pas forcément dire que la démocratie est une mauvaise chose. Tout comme dans un pays où il n'y a pas de démocratie, la gouvernance peut être tout à fait vertueuse. Après ça, maintenant, pour évaluer la gouvernance dans le pays, il y a deux éléments qu'on peut prendre en compte, parce que la gouvernance elle-même englobe deux éléments. Il y a d'abord les acteurs, puis il y a les processus. Les acteurs, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, ce sont les pouvoirs publics. Les processus, ce sont les règles, les mesures qui sont mises en place pour justement assurer les rapports entre tous ces acteurs dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quand une gouvernance est mal appréciée, elle peut être, la mauvaise appréciation ou la qualité de cette gouvernance peut se situer à deux niveaux. Au niveau des acteurs ou au niveau des processus. Quand c'est les processus, c'est simple, il s'agit de faire les réformes on a tenté de le faire dans les pays pour essayer de redresser cette gouvernance. Mais il peut être plus profond que les processus pour entamer les acteurs eux-mêmes. Et j'ai l'impression qu'au Mali, on est dans ce double problème. Les processus, dans certains cas, ne fonctionnent pas, mais les acteurs eux-mêmes sont à mettre en cause. Donc, somme toute, la gouvernance, peut-être, elle permet au pays de se maintenir à flot jusque-là, mais elle n'est pas fameuse. d'accord. Alors, aux yeux de tout ça, docteur Yako, est-ce que nous pouvons dire que la population malienne fait confiance à la gouvernance? Est-ce qu'elle est satisfaite? Je le disais tantôt qu'il y a une crise de confiance Oui. entre gouvernants et gouvernés. Donc, c'est ce qui, quelque part, explique ces tensions. Il a dit ici que ce n'était pas
en réalité la question du couvre-feu ou de coupure d'électricité, mais qu'il y avait un malaise profond en réalité qui existe, qui sous-tend tout cela. Et il faut attendre des moments propices très souvent pour pouvoir sortir et manifester. Donc il y a une crise de confiance qu'il faille rétablir. Donc il faut que la gouvernance puisse, notre gouvernance, si vous voulez, puisse respecter un certain nombre de critères et de caractères qui sont, on va dire, la redevabilité, la responsabilité. Quand on est gouvernant, il faut être responsable, il faut répondre de ses actes. Il y a la transparence dans tout ce qu'on fait. La transparence, qu'il faut vraiment que les choses ne se fassent pas dans une certaine opacité, qui est la fluidité de l'information, l'explication, la justification dans certains cas. Et il faut que l'état de droit soit réel, au fait. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des règles applicables dans un pays soient applicables, y compris aux dirigeants qu'aux gouvernés. Il y a ces facteurs qui nous permettront comment dirais-je, de parfaire notre gouvernance, de l'améliorer. Maintenant, au niveau des acteurs, comme il a dit, j'ai un homme d'État qui a l'habitude de dire qu'on ne remplace pas un Malien par un Malien, parce que quand vous le faites, vous avez le même résultat. Donc finalement, il faut travailler sur quoi? Sur l'état d'esprit des gens, essayer de faire comprendre, changer les mentalités un tout petit peu, parce que au-delà de tous les processus, les mécanismes de contrôle, les mécanismes de suivi, ainsi de suite, que ce soit, comme on appelle, le bureau du vérificateur, l'OCLEI, ainsi de suite, tout ça n'a pas permis d'améliorer la gouvernance dans une certaine mesure. Donc, c'est finalement l'homme malien et l'état d'esprit qu'il faille changer un tout petit peu, il faille faire évoluer. D'accord. Et ça passe par le civisme, la formation, la bonne éducation. D'accord. Alors, Monsieur Dakono, excusez-moi, nous allons évaluer la démocratie. Est-ce que le combat de la démocratie a été gagné? Est-ce que la gouvernance était telle avant la démocratie et après? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence parce que je prends juste la gouvernance actuelle et même celle d'avant avec plusieurs mots ou à plusieurs mots en parlant de la gouvernance actuelle. Et au cœur de ces mots, peut-être la question de la justice revient beaucoup. Mais s'il y a un mot qui est presque, un mal qui est presque généralisé et qui semble être partagé par tout le monde, c'est la corruption et qui sous-tend même les problèmes au niveau de la justice. Et quand on prend la corruption, en discutant avec certaines personnes ou en écoutant certaines personnes, on donne l'impression que la corruption est née avec la Troisième République. Alors, ce n'est pas exact. La corruption a toujours existé, c'est-à-dire et dans une moindre mesure peut-être sous la Première République. Pour l'attester, il y a eu toutes ces opérations de lutte contre la corruption qui ont été menées sous le président Modibo Keïta. Sous la Deuxième République, il y a eu également la corruption, on se rappelle même les derniers faits en date, c'est la commission qui avait été mise en place pour lutter contre l'enrichissement illicite au sein de certains fonctionnaires. Donc, bien avant la Troisième République, il y a eu les opérations taxi, il y a eu les opérations villa. Toutes ces opérations-là démontrent que ça a été un mal toujours combattu par les différents régimes. Peut-être qu'avec la Troisième République, elle est devenue plus importante. Donc, en faisant le procès donc de cette Troisième République et en filigrane le procès de la gouvernance, il faut se dire que l'un des problèmes fondamentaux, c'est que la Troisième République est née dans un contexte de forte attente. C'est-à-dire, les mots qu'on décrit aujourd'hui étaient déjà là, ils étaient déjà décriés, et l'espoir avait été fondé sur la Nouvelle République pour corriger ces mots-là. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand les attentes sont grandes, il est facile de décevoir. Et l'impression aujourd'hui, ou le sentiment largement partagé, c'est que la Troisième République, de par les systèmes mis en place, n'a pas permis de combler toutes les attentes. Donc la déception était grande. Donc finalement, je dirais de faire attention. Ce n'est pas... D'abord, je ne suis pas convaincu qu'on l'ait vécu, en parlant d'abord de la démocratie, on l'ait expérimenté
de façon exhaustive, parce que je ne sais pas ce que Yago en pense, mais j'ai l'impression qu'en parlant de démocratie au Mali, elle n'est vivace qu'au moment des rendez-vous électoraux. C'est-à-dire, c'est pendant les élections seulement que on pense que la démocratie est là. Alors qu'entre deux rendez-vous électoraux, il y a tout un processus. Il a parlé de transparence, il a parlé de reddition des comptes, il a parlé de participation. Donc, mais ces éléments n'ont pas été vivaces au sein de notre démocratie. Donc, il est difficile de l'évaluer au sens strict de la démocratie, la façon dont notre pratique démocratique, il est difficile de l'évaluer sur la base de critères ou de standards existentiels du concept, parce que quand on voit, on l'a pas vécu, on a peut-être vécu ça à minimum. Ouais. Et maintenant, sur la question de la gouvernance, je pense que le mode de gestion, donc la gouvernance qui est née de la Troisième République, n'a pas su répondre aux attentes, aux aspirations, parce qu'elles étaient élevées, parce qu'elles se sont ancrées, ou parce que, comme il a dit, le problème c'est qu'au-delà des textes, au-delà des processus, des mécanismes, il y a un problème fondamental d'homme qui est là, et c'est à tous les niveaux, parce qu'on est tenté de dire le problème c'est les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics ce sont des hommes. Avant d'avoir une responsabilité ou avant d'être dépositaires d'un pouvoir public, ils sont issus de communautés, donc depuis nos cellules de base, depuis les familles, les quartiers, on a un problème qu'il faut prendre en compte. Sinon on pourrait remplacer un X par un Y, le résultat pourrait être le même, on pourrait changer les textes, mais comme la finalité c'est l'homme, s'il n'a pas été pris en compte dans les processus de réforme, ça va être difficile. D'accord. Alors, docteur Yako, on continue le procès de la démocratie. Enfin, le procès, des constats. Oui, le constat. Le premier problème, moi, je sais pas, j'ai souvent l'habitude de le dire, peut-être en me trompant d'ailleurs, parce que je me dis, la démocratie telle qu'elle est venue chez nous a été une transposition du système occidental sans adaptation ou sans révision, un mimétisme qui ne dit pas son nom, et qu'on ramène chez nous directement. Vous voyez, quand on prenait les constitutions occidentales et les constitutions de chez nous, quand je dis occidentales, singulièrement la France, c'est identique. Il n'y a que la numérotation qui va changer, ou bien la différence entre les chambres, on va dire. Mais bientôt, nous aussi, on aura le Sénat, donc on sera pareil que la France. Donc, ce sont des réalités, d'abord, qui ne sont pas vraiment adaptées à la réalité malienne et très souvent à la réalité africaine. Il aurait fallu ramener la démocratie en l'adaptant à nos réalités socio-économiques. Ça, c'est un premier point. Et comme il a dit, l'avènement de la démocratie a suscité beaucoup d'espoir. Parce qu'en réalité, les mots que nous connaissons actuellement sont des mots qui ont toujours existé. Mais avec la démocratie, on a cru qu'on allait pouvoir y remédier, apporter des réponses idoines, prendre en compte les préoccupations des populations. Mais malheureusement, on a tendance à comprendre et à voir et à constater que la démocratie, si vous voulez, a exacerbé cela. Oui. Aujourd'hui, la question de l'école, elle est là, la justice, elle est là, la citoyenneté, elle est mise en mal, chose qui était très importante à l'époque. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de respect des autorités, parce que quelque part, les autorités, souvent, ne se font pas respecter. Et donc, vous voyez, la démocratie a suscité des espoirs, malheureusement. On ne fait que constater beaucoup d'échecs de régime en régime, et ça revient toujours à la question de l'homme et de la personne. Sinon, les mécanismes sont en place, les procédures sont presque en place. Vous prenez, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais vous avez les règles, la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les compétences de la Cour constitutionnelle définies dans la Constitution sont claires et précises. Mais si vous prenez les derniers arrêts, il y a des commentaires. Moi, je ne vais pas commenter, mais chacun a son opinion là-dessus et chacun sait ce qui s'est réellement passé et ce qui s'est passé. Et malheureusement, ce sont des choses à revoir. Ce n'est pas la règle qui fait défaut, les procédures qui font défaut, mais souvent, c'est la personne qui est chargée d'appliquer les règles qui l'interprète à sa façon. D'accord. Et ça, c'est dommage pour la démocratie. D'accord. Alors, la personne qui l'interprète de sa façon. Quelle pratique citoyenne pour le Mali, pour un Mali meilleur?
Je ne suis pas sûr de sortir ou au doigt mouillé de vous sortir tout de suite une réponse de citoyen type, mais je pense que les sociologues vous diront que c'est un travail de fond parce que on ne s'est pas rendu compte à partir de quel moment il y a eu ce délitement de la citoyenneté dans le pays, mais on a juste constaté le résultat. Mais à mon avis, c'est un processus qui a pris beaucoup de temps. Et même si c'était un processus qui n'a pas pris tout ce temps, c'est sûr qu'il est beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Donc c'est vrai que même l'élitement du modèle de citoyen a pris du temps. Mais c'est sûr que pour refaire un citoyen qui puisse répondre aux aspirations que nous partageons, il faut beaucoup de temps. Et comme je le disais, les sociologues vous diront que ça commence par la cellule de base. Et la cellule de base dans toutes les sociétés, c'est la famille. Après, ce sont les quartiers. Et malheureusement, ce ne sont pas que ce soit le patriotisme, que ce soit le civisme, ce ne sont pas un état d'esprit qu'on peut inculquer à travers les textes. C'est-à-dire on ne peut pas décréter, bon voilà, on prend des textes pour que tel soit citoyen. C'est difficile, c'est un processus d'éducation, de formation, comme il l'a dit. Ouais. Mais je voudrais revenir à quelque chose qu'il a dit tout à l'heure qui est fondamental pour comprendre nos difficultés. C'est-à-dire le mimétisme ou, si vous voulez, la transposition. Quand on voit la plupart des pays de la région, le multipartisme ou le système, le modèle démocratique est parti du début des années 90 et parce qu'il y a eu cette conférence de Bâle et après voilà. Et ça, notre histoire a été forgée comme ça. Mais au Mali particulièrement, l'une des plus grosses difficultés, c'est que l'État est venu après la nation. La nation a précédé l'État. C'est-à-dire, nous sommes un pays qui a connu une nation pendant des siècles. Et ensuite, après, est venu l'État, que ce soit l'État colonial ou même l'État post-colonial. Si vous voulez, c'est avec beaucoup de difficultés que les Français ont pu gérer les problèmes. Ils ont annulé les chefferies, ils ont fait beaucoup de choses pour tenter de faire rentrer cet État-là dans la nation malienne, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a eu même des insurrections, il y a eu des révoltes et tout. Et l'État postcolonial est confronté à ces mêmes défis-là. Parce qu'on avait une organisation, on avait des modèles, les gens ont des repères historiques qui ne correspondent pas au modèle étatique parce qu'il est calqué sur le modèle occidental. C'est pourquoi d'ailleurs les gens vous diront, on a l'impression que le colonisateur blanc est parti et il a été remplacé par le colonisateur noir. Parce que justement c'est un modèle d'État qui n'est pas dans le référentiel collectif des gens. Donc, et ça, c'est un défi important. Il n'est pas insurmontable. On a d'autres pays qui l'ont surmonté. Il n'est pas insurmontable, mais il faut qu'il soit pris en compte. Il a parlé d'une autre dimension qui est importante, qui est les inégalités. C'est beaucoup présent dans ce pays. Nous sommes dans un pays où, d'une partie à l'autre, vous avez des disparités souvent qui sont très clivantes d'un point de vue géographique, d'un point de vue population. Je vous prends l'exemple de, par exemple, une ville à Sikasso où la densité elle est très forte, comparé à une ville comme Tessalit ou toute la région d'ailleurs, Taoudéni, la région, c'est moins de 40 000 habitants comparé à Sikasso qui a des millions d'habitants. Et Taoudéni, ça fait un tiers, un quart du Mali, c'est 333 000 km². Donc c'est un pays de disparité. C'est la même chose pour l'économie. Et quand d'un point de vue entre les individus aussi, bon, c'est vrai que ça c'est beaucoup plus un phénomène mondial. C'est que tu as moins de 2% de la population qui concentre 90% des ressources du pays, du produit intérieur. Donc ça crée forcément un sentiment d'injustice sociale. Donc ce qui est important, c'est d'appréhender les problèmes ou de sortir des analyses ou des diagnostics superficiels de nos problèmes tels que la démocratie, c'est la Troisième République a amené tous les problèmes, la démocratie c'est les problèmes, c'est la corruption. Les problèmes sont beaucoup plus profonds que ça. Que cela. D'accord. Nous sommes plus loin de la fin. Quel est le rôle de la jeunesse pour une bonne gouvernance au Mali? La jeunesse, le rôle de la jeunesse pour une bonne gouvernance. Parce que depuis que la Troisième République a commencé, les acteurs de 91 sont au pouvoir. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, si la jeunesse venait au devant des choses, cette jeunesse qui n'est pas actrice de 91, est-ce qu'il y aura un changement dans la gouvernance? Bon, après, c'est une question à nuancer, parce que la jeunesse, d'une manière ou d'une autre, actuellement, elle participe à la gestion du pays, peut-être pas à hauteur de souhait.
Donc, la jeunesse doit d'abord prendre conscience de son rôle décisif dans non seulement l'avènement de cette démocratie, mais dans le cadre du progrès vers le développement que nous souhaitons. Parce que si vous prenez la frange, la population que vous appelez jeune, elle est plus élevée que la population, si vous voulez, senior. Donc la jeunesse a un rôle vraiment indispensable dans la gestion du pays, dans la gouvernance du pays. Maintenant, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est de prendre la jeunesse plus comme un état d'esprit que comme une carrière. Souvent, vous avez l'impression d'avoir des personnes qui ont 45 ans, 50 ans, qui continuent à s'appeler jeunes. Okay. Il faut qu'on sorte de ça. Moi, depuis l'âge de 25 ans, 22 ans, j'ai commencé à arrêter de m'appeler jeune. Je m'assume, c'est-à-dire que je m'assume, je décide, je gère une petite cellule familiale aussi, donc je ne me considère pas comme jeune en tant que tel. Donc c'est un état d'esprit. Lorsqu'on va continuer à se considérer comme jeune, on sera toujours considéré comme jeune. Dans d'autres pays, vous avez des ministres qui sont à 23 ans, 26 ans. Mais docteur Diakou, oui. Est-ce que vous sous-entendez qu'être jeune, c'est être moins responsable? C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui. Je dis j'ai dit la jeunesse doit prendre conscience. Okay. En fait, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'on n'a pas conscience de notre rôle. Okay. D'accord? On n'a pas conscience de notre rôle décisif. Oui. En fait, la jeunesse aujourd'hui doit prendre la mesure de son rôle dans la gouvernance. Okay. Elle doit décider, elle doit participer à la décision. Il ne faut pas que la jeunesse s'abstienne de participer, par exemple, aux élections. Oui. Lorsque la jeunesse veut manifester, elle doit le faire dans un cadre strictement réglementaire, un cadre strictement démocratique. Ouais. S'abstenir de faire des casses, par exemple, quand bien qu'on n'est pas d'accord. Ou brûler les pneus sur Exactement. la route. La jeunesse, lorsqu'elle veut manifester contre des décisions de la Cour constitutionnelle, elle doit comprendre, par exemple, que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ouais. Et le fait de marcher dans la rue ne va rien changer. Il faudra travailler à ce qu'on apporte les réformes nécessaires pour que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer de façon juridique, pas politique. Parce que c'est une cour, ce n'est pas un conseil comme en France, et même un conseil statut de façon juridique. Donc ouais, il faudra travailler à ce qu'on apporte des réformes idoines qui nous permettent de mettre des garde-fous, qui vont faciliter la gestion du pays, en tout cas l'améliorer dans un sens dans notre dos. Le plus important, que les jeunes sachent qu'ils sont capables de changer les choses. D'accord. Mais qu'on n'en fasse pas une carrière, en fait. D'accord. C'est juste un temps. D'accord. Et un état d'esprit. Ouais. Que les jeunes savent qu'ils peuvent faire changer les choses. Voilà. Alors, le rôle de la jeunesse pour une bonne gouvernance au Mali. Dans la question que vous posiez tout à l'heure, vous avez mis en parallèle, vous avez parlé de la jeunesse de 91, le mouvement démocratique qui continue à gérer. En vous écoutant, j'ai fait le parallèle avec la France. Je me suis dit, mais est-ce que ceux qui ont fait mai 68, on continue jusqu'à quel moment? C'est les années 90 en France, mais est-ce que la France s'est arrêtée parce que la génération de mai 68 n'était plus active? Non. Donc, je pense que ce n'est pas une question de telle génération a fait ce combat. Je pense qu'il y a même une phrase assez célèbre que chaque génération découvre sa mission, soit elle l'accomplit, soit elle la trahit. Donc, ce n'est pas véritablement une question de c'est le moment de telle génération qui doit succéder. Et ensuite, comme il l'a dit, je suis d'accord que c'est aussi une question d'état d'esprit. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire de ce pays, où ce pays a été toujours façonné quand même par des gens qui sont dans une tranche d'âge relativement jeune. Quand on prend la Première République, les gens ne voient que 1960, l'indépendance. Et d'ailleurs, ça donne l'impression que l'indépendance a été donnée au pays par la France. Mais non, la lutte pour l'indépendance a commencé depuis le début des années 40, depuis 45 après la Seconde Guerre mondiale, depuis Brazzaville. Et c'était une longue lutte de la création du RDA qui rassemblait un peu tous ces acteurs-là, à l'adoption de lois qui accordaient la citoyenneté à tous les ressortissants, à tous les indigènes, la loi Lamine Gueye. Non, non, la loi des fers, après ça, c'est la loi cadre
en 56. Mais avant, il y a eu la loi qui a permis de faire élire des indigènes à l'Assemblée française. Ouais, la loi Lamine qui accordait la citoyenneté à tous les indigènes. Donc, c'était jusqu'en 60, peut-être si vous voulez, c'était un quart de siècle de lutte en fait, de lutte intense, de véritable lutte idéologique, souvent dans la violence, souvent dans la privation. Et cette lutte a été menée par des jeunes. Quand vous voyez Modibo, donc il ne faut pas voir 60 ou 59 où il est arrivé au pouvoir à la tête de la République soudanaise puis de la République du Mali, mais c'était Modibo depuis étudiant qui a mené les luttes idéologiques, puis Modibo député maire Bamako. Donc en fait l'histoire du Mali depuis cette période a été façonnée par des jeunes. Et même la Deuxième République, quand vous voyez l'une des figures emblématiques du comité militaire de l'époque, c'est Feu Tchekoro Bagayoko. Et quand on voit l'histoire de Feu Tchekoro Bagayoko, c'est-à-dire de son activité, donc le temps qu'il a fait à la tête de la sécurité d'État jusqu'à son incarcération à sa mort, il n'a pas eu 45 ans. Donc pour vous dire que ces 10 ans, il les a passés entre 32 et 40 ans. Les moments emblématiques de sa carrière où, comme je vous le disais, c'était l'une des figures emblématiques du comité. C'est la même chose pour tous les autres compagnons. Moussa Traoré lui-même, à l'époque, je crois qu'il n'avait pas 33 ans quand il arrivait au pouvoir. Le premier président de la Troisième République, il n'avait pas 50 ans quand il arrivait au pouvoir. Donc, c'est pas comme si c'est un phénomène nouveau. L'histoire de ce pays a été toujours marquée par des gens, je le dis encore, relativement jeunes, donc pas des gens en âge avancé, mais il faut aussi dire que ce n'est pas des choses qu'on a données. L'indépendance, tout comme la Troisième République, on n'a pas pris dans un livre pour venir donner à cette jeunesse. C'est l'aboutissement de lutte politique, lutte idéologique qui a amené cette situation-là. D'accord. Alors, nous sommes à la fin. Vos mots de fin, votre message à l'endroit de la population malienne. Que dire à la population malienne face à cette gouvernance, face aux réalités actuelles? Je vais remercier M. Keïta de m'avoir invité sur ce plateau. J'espère revenir sur ce plateau. D'accord. Je remercie M. Dakono d'avoir accepté de partager le plateau avec moi. Je salue l'ensemble de la population malienne. D'accord. Ce sera le mot de la fin. M. Dakono, votre mot de fin? D'essayer toujours de sauver l'essentiel, parce qu'on l'a dit, ce qui se passe dans le pays est inquiétant. C'est tellement inquiétant qu'on peut penser que ça incombe de la responsabilité de quelqu'un, mais quand on analyse dans le fond, il y a une responsabilité collective. Et cette notion de responsabilité collective doit être appréhendée par tous les Maliens pour qu'on puisse véritablement sortir de cette zone grise dans laquelle on se trouve actuellement. D'accord. Un grand merci à nos invités du jour. Nous avons eu sur ce plateau Dr Issouf Yako, analyste politique, et M. Baba Dakono, enseignant-chercheur. Un grand merci à nos téléspectateurs ou politiques. Voilà, chercheur tout court. Mais je sais qu'il va me trouver une école dans laquelle je vais enseigner. Ok, un grand merci à nos téléspectateurs. Ajikad Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.